Hey Xav. Ouais, Jerry? Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine? Le magazine pour les passionnés du rétro et néo-rétro gaming. On y trouve des tests, actus jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy. Même des infos sur les imports? US et Japon. Ha! Mais où est-ce que je peux trouver ce mag? Sur www.retro-playing.com. Et dans la montagne de feu? Bah écoute, si t'as 3 pièces d'or et un bouclier... Ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok Xav. Préparons-nous. T'as les dents de gobelin? Check. Armure enchantée? Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... attends, quoi? Mon bouclier est en bois? Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer? Ah ben, tu comptes faire comment contre le dragon? Attends, le quoi? Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde! Il va me cracher dessus! Il y a mon bouclier qui brûle! Oh, je suis en feu! Ah bah, ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 4. Joe Dever et Gary Choi. Bonsoir tout le monde, et bienvenue au 4e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Salut Jerry, comment ça va? Écoute Xav, ça va très très bien, et j'espère que les auditeurs aussi vont très très bien. Eh ben justement sur ce, on souhaite à tous et à tout le monde une très très bonne année de 2014. Jerry, très bonne année. Je te souhaite bien sûr que de la bonne santé, plein d'argent, et surtout de découvrir des aventures encore plus fantastiques que l'année dernière. La santé, c'est la base. Exactement. Bah franchement, Jerry, écoute, pour ce premier podcast de 2014, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Joe Dever. Ah, parfait. Joe Dever, l'auteur de la série, de l'une de nos séries préférées, je crois d'ailleurs, hein, Xav. Ouais, tout à fait. La saga Loup solitaire. Joe Dever a aussi travaillé sur d'autres livres-jeux, comme Freeway Warrior, et puis aussi très très concentré ces temps-ci sur le jeu de rôle Lone Wolf, donc le jeu de rôle Loup solitaire, qu'on peut trouver avec d'autres livres comme Le Monde de Lone Wolf, Les Légendes de Lone Wolf, et puis après les Chroniques de Magnamud. Mais tout ça, bien sûr, ce ne sont pas des livres-jeux, ça reste bien sûr du jeu de rôle papier des crayons. Jerry, pour entrer bien dans l'univers de Joe Dever, d'aller un peu plus loin, enfin avant d'aller un peu plus loin, et si on parlait un petit peu de Joe Dever, un peu la base, l'histoire de cet homme avec cette très très grande imagination. Déjà, pour parler de Joe Dever, j'ai envie de dire qu'on devrait aussi parler de Gary Chalk, l'illustrateur principal de la série Lone Wolf, qui a accompagné vraiment Joe Dever pendant des années sur cette série et qui a vraiment contribué à la populariser auprès des gens, quoi, auprès de ses lecteurs. On retrouve aussi Gary Chalk qui était l'un des illustrateurs en fait du Games Workshop, qui travaillait beaucoup sur les illustrations de Warhammer. Et voilà, exactement. Là, c'est là où ces deux hommes ensemble ont eu cette connexion et ont permis de développer l'univers étendu et magnifique du monde de Magnamund. Et oui. On incarne le héros Loup solitaire. Pour en revenir à Joe Dever, donc il est né en 1956, plus exactement le 12 février, à Chingford, en Angleterre. Et à la base, si je ne m'abuse, c'était un auteur britannique de fantasy. Avant d'être le game designer qu'on connaît aujourd'hui. Avant d'être même primé pour être un game designer, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, exactement, il a été primé pour ça. Alors Jerry, la petite anecdote, à l'origine, c'était un musicien. Ah, d'accord. Ouais, ça, je ne savais pas. Donc, on voit très bien que l'imagination de cet homme ne s'arrête pas qu'à l'écriture. Hein. On sent qu'il a vraiment tout cet univers, tout ce folklore, toute cette envie en fait de créer ce folklore dans cet univers, quoi, d'étendre. Ça, c'est magnifique, quoi.
Dever aussi, c'est devenu le intéressant, le petit truc, c'est devenu le premier vainqueur britannique il me semble si je me trompe pas, du AD&D. Advanced. Ouais, c'est ça, Advanced Dungeons and Dragons Championnat d'Amérique en 82 1982. Ouais. 82, c'est ça. Et vraiment le championnat super important pour le monde et le milieu du jeu de rôle. Hein. Savoir, je crois que Jerry, il y avait certaines aventures qui étaient écrites par Gygax lui-même. Voilà. Et ces scénarios de championnat aujourd'hui sont très primés et très très difficiles. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs. J'ai pas mal d'amis qui font du Donjons et Dragons. J'en fais aussi, mais moi c'est pas du AD&D. On fait du Donjons et Dragons 3.5. Ça fait un moment que je joue plus. Mon pauvre barde commence à prendre la poussière. Mais c'est le genre de scénario, si on en parle, est-ce que ça te dit de faire en fait les championnats de 82 AD&D? Je t'admets que je dirais non. Et apparemment ils sont super difficiles, ils demandent beaucoup de réflexion. Mais ouais, c'est des trucs un peu durs, donc on voit très bien que l'imagination de Joe Dever est quand même assez forte, quoi. Il hésite pas à bien se plonger dans cet univers et pour être prolifique, vraiment oui. le vainqueur, le premier vainqueur britannique en plus Ouais. du championnat D&D, c'est assez cool. C'est un challenge assez impressionnant. Jerry, avant d'aller un peu plus loin dans l'univers fantastique de Joe Dever, je te propose d'écouter un morceau de musique venant du jeu vidéo Alan Wake dans la BO de 2010, avec le morceau The Poet and the Muse du groupe fictif du heavy metal All Gods of Asgard. There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one dawn, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raving in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as high as skies. He took her in without a word, for he saw his grave mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place.
That's how you reshape destiny. And now to see your love set free, she will lead the witch's cabin key. Find the lady of the light still raving in the night. That's how you reshape destiny. The Poet and the Muse de All Gods of Asgard, donc extrait de la BO de Alan Wake. Il y a plein de petits trucs intéressants à dire juste en passant sur ce titre. À savoir déjà All Gods of Asgard, le vrai nom du groupe, c'est The Poet and the Fall, qui a fait pas mal de musique en fait pour la boîte qui a produit Alan Wake. On les retrouve par exemple dans Max Payne, qui a lui-même un lien avec le jeu vidéo Alan Wake, pour ceux qui ont aimé en fait la série des Max Payne, un petit clin d'œil en fait qu'on peut trouver assez facilement en y jouant. Et le titre lui-même en fait, The Poet and the Muse, a ceci d'intéressant qu'il reprend le thème de la création de l'univers d'Alan Wake, confronté au syndrome du blocage de l'écriture de l'écrivain, retrouve à finalement créer des choses par la force de son esprit, qui est un petit peu le rêve et le cauchemar en fait de tout auteur. Les choses qu'il écrit prennent vie. Et cette musique reprend ce thème, et je trouvais qu'il était plutôt bien adapté à notre cher Joe Dever, où lui aussi en fait finalement d'auteur, il a passé à des créations qui ont pris vie petit à petit au travers de ses écrits, mais aussi de tout le monde qu'il a pu développer autour du thème de Magnamond. Et justement, et le monde de Magnamond qui est assez vaste, hein, et de plus en plus maintenant chaque année, où Joe Dever n'hésite pas à rajouter de nouveaux livres sur la saga ou d'étendre l'univers fantastique du royaume. Alors si on en revenait un petit peu à l'origine de Magnamond, de l'univers de Joe Dever. Alors il a créé le monde fictif comme cadre en fait pour ses campagnes de Donjons et Dragons. Et Jerry, je crois que c'est en 84 qu'il a publié le premier livre de la saga Lone Wolf, donc pour livre-jeu, qui était pour un public un peu plus adulte, donc classé chez les libraires dans les rayons adulte-ado. Contrairement à beaucoup de livres de Steve Jackson et Ian Livingstone, donc les Fighting Fantasy, qui étaient classés plutôt dans les sections pour ados. Ouais. Et depuis 1984, il s'est vendu, je crois, un peu plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est quand même un sacré chiffre. Ça, c'est et sûr. Une bonne reconnaissance. Mais, il faut savoir qu'il a quand même connu des difficultés auprès de de ses éditeurs. Alors ça, c'est en 95, c'est ça, un peu vers la chute du livre-jeu. Exactement. Et puis l'avènement du jeu vidéo et des autres moyens des autres médias en fait d'Heroic Fantasy, d'RPG, ouais. D'Heroic Fantasy, ouais. Et puis c'est en 98 en fait que la publication a cessé des Lone Wolf, Loup Solitaire, avant en fait que les 4 derniers livres soient publiés. Donc le cauchemar pour les gamers, pour les joueurs de Lone Wolf, Loup Solitaire, qui n'ont jamais pu finir cette aventure. Mais Jerry, c'est en 2003 que la série a connu un fort regain d'intérêt, surtout en France. Une bonne partie de... Ouais. Un très très beau reboot. Alors non seulement en France, mais aussi en Italie et en Allemagne. Donc là, on voit très bien, même la République tchèque, la Pologne, on voit très bien que les Européens sont fans. Hein, surtout nous, les Français, on est fans du livre-jeu, qui marche super bien ici, très très bon aussi en Angleterre. Par contre, en Amérique, c'est un peu plus faible. C'est pas trop la consommation régulière, on va dire, des avis des fans de RPG. Et voilà, et ça a permis justement à Joe Dever de pouvoir publier le volume 29 et 30. Joe Dever, il y a ce jeu de mots un peu péjoratif, méchant, mais assez un petit peu réaliste. Joe Dever est connu aussi comme Joe Never, car justement la publication de ces 4 derniers livres est à chaque fois relancée, à toujours des années un peu plus loin. Et normalement, c'est en 2014, cette année, qu'on aura donc les 2 prochains numéros de Lone Wolf qui seront publiés. Le 29 qui sera le Storms of Chai et le numéro 30 qui sera Dead in the Deep. Alors on espère toujours qu'on adore l'univers de Joe Dever, et s'il arrive à nous publier donc ces 2 prochains livres, qui ne laissera plus que le 31 et le 32 à être écrit, ça sera quelque chose de magnifique, vraiment d'évoluer et d'arriver vers la fin de Lone Wolf. Et oui. En parlant de l'univers de Lone Wolf, je crois qu'on peut faire un petit écart sur le monde du jeu vidéo, car ça a inspiré pas mal de jeux, hein. Je pense qu'on peut effectivement faire un petit parallèle avec une autre série romancée, celle-ci en fait, The Witcher,
j'ai peur de décrocher un petit peu son nom, mais je m'excuse d'avance. Andrzej Sapkowski, c'est un auteur polonais. Pourquoi en fait ce parallèle? C'est parce que là aussi en fait on a affaire à une série écrite, donc un auteur de roman, une série donc plutôt heroic fantasy, qui a vu son monde, son univers être publié, transposé en fait au monde du jeu vidéo, et gagner ainsi un second souffle, une nouvelle renaissance et une reconnaissance à travers le monde de manière complètement internationale, quoi. The Witcher en effet, hein, qui d'ailleurs le prochain volet qui sort 2014. 2014. On va être gâtés cette année en jeu RPG. Hein. Voilà, et on a eu du coup en fait on en est à la 3e publication en fait de sa version jeu vidéo. Tout ça aussi avec Dark Souls 2 qui sort cette année. Nous, voilà, lecteurs de jeux, de livres-jeux, ça c'est sûr que le milieu du jeu vidéo aussi se fusionne parfaitement avec tous ces livres. Hein. Mm-hmm. On retrouve vraiment le même type d'univers très sombre, très réaliste, où on incarne un héros solitaire face à un environnement hostile, et qui compte principalement sur ses choix, sur sa sagesse personnelle, plutôt que essentiellement sur ses skills. C'est pas le genre de jeu en fait où tout est l'équipement. C'est le genre de jeu en fait qui dépend beaucoup des choix du joueur, que ce soit en matière de choix scénaristiques ou en matière de choix véritablement plus prompt au niveau de ce qu'il va faire, de ses décisions sur le parcours qu'il va prendre. Et du coup, ça nous ramène vraiment beaucoup à les séries dont vous êtes le héros, en ceci près que au lieu de imaginer en fait les mondes qui nous sont proposés par les auteurs, là, on a le support graphique du jeu vidéo pour les imaginer et les voir directement. Et puis Joe Dever qui hésite pas justement à jouer, on sent son inspiration quand il a écrit les livres Lone Wolf de Donjons et Dragons, où justement le personnage a des super pouvoirs, obtient des expériences, mais c'est plutôt, il n'y a pas vraiment d'XP, hein, c'est plus qu'on finit un livre, on obtient un nouveau niveau, ce qui nous permet de débloquer de nouveaux pouvoirs. Donc tout ce système consomme beaucoup du jeu de rôle qui est adapté dans le livre-jeu, et qui rend en fait le livre-jeu vraiment intéressant. Et Jerry, ça revient sur ce qu'on se disait avant, hein, tu sais, sur nos dernières critiques à revue, quand on a fait par exemple La Montagne de Feu, ou Sorcellerie. C'est ce qui manquait à chaque fois, c'est ce côté où on sent de l'expérience. Bon, ce n'est pas une remarque négative, hein, une mauvaise critique, surtout dans Sorcellerie, ce qui est intéressant en fait, c'est de découvrir de nouveaux lieux, et surtout de savoir qui veut nous buter. Mais ici, la saga Lone Wolf... Bien sûr, c'est sûr qu'il y a une énorme armée du mal, du chaos qui peut nous tuer, mais il y a aussi ce côté, voilà, on sent qu'on gagne un niveau. Joe Dever, vraiment à l'écriture, travaille ce côté où on sent qu'on est toujours un gain, quelque chose, une envie en fait d'accomplir la tâche, non seulement pour aboutir donc l'histoire, mais aussi pour obtenir un trésor secret, un super pouvoir, des armes, des choses qui vont nous permettre de faire la suite des livres-jeux plus facilement ou qui nous intéressent en fait à continuer davantage. Un autre aspect en fait de ce système, c'est qu'on s'attache finalement au personnage que l'on a créé au début de campagne, que l'on fait évoluer, vivre, et on sent en fait son évolution au niveau des choix que l'on fait, car les choix en termes de super pouvoirs justement sont souvent plus adaptés selon notre style de jeu, et ça nous permet d'approfondir vraiment le style qu'on s'est choisi au départ, ou éventuellement d'en changer si jamais on se rend compte que c'est pas ce qui nous correspond le plus, quoi. Alors j'aime bien ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a ce côté campagne, quoi. Quand on entame la saga Lone Wolf, hein, savoir avec tous ces romans, là surtout on peut aller jusqu'au volume 28, justement qui permet quand même, on apprend énormément, enfin notre personnage évolue énormément, on a bien ce sentiment de campagne, comme si on jouait un jeu de rôle en groupe avec des amis, sauf que là on est en solo. Mais l'écriture de Joe Dever est tellement puissante en tant que maître du jeu, en fait, maître de l'univers, que on se sent vraiment dans ce monde de Magna Moon, quoi. C'est vraiment un très beau travail, vachement admirable de Joe Dever, quoi. On sent qu'il est vraiment passionné. Il se base sur son monde, il le développe, il l'approfondit. Ce qui manque souvent un petit peu quand on lit d'autres livres dont vous êtes le héros, hein, les aventures solo, one shot. Je pense vraiment utiliser le terme one shot, hein, pour les défis fantastiques. Pendant qu'ici, les Lone Wolf, on sent qu'on entre dans une saga. Alors intéressant aussi à l'écriture, Joe Dever a écrit donc des sagas. Joe Dever a écrit les Loups solitaires d'une façon en fait à ce qu'on y a un certain cap, qu'on arrive à un certain nombre de livres, on dépasse un cap et en fait on change de rang
de level en fait. Un peu comme, je vais dire, guerrier apprenti qui passe chevalier à roi en fait. On sent vraiment ce cap, cette différence, et quand on arrive à ces volumes-là, ces volumes clés, qui sont un peu comme un fin de cycle, on se développe et on devient de plus en plus puissant. Donc c'est assez intéressant, vraiment à vraiment bien développer, ce qui permet justement par la suite d'avoir contribué à la création de l'univers étendu, donc du jeu de rôle papier des crayons de Loup Solitaire. Donc c'est assez sympa. Je trouve qu'aujourd'hui ces livres n'ont pas du tout vieilli, sont toujours aussi amusants là en 2014 d'être joués, et la preuve c'est avec cette sortie décembre dernier des applications maintenant où Loup Solitaire commence à être adapté en jeu vidéo. On est dans le monde du jeu vidéo, Xav. Tu sais que en 96 déjà, Joe Dever s'était impliqué vraiment beaucoup dans la production de plusieurs ordinateurs et consoles de jeux. Et actuellement, il surfe sur la vague, comme on disait juste avant, en fait, parce qu'il a publié ce fameux jeu sur tablette de neige et de sang, et qui reprend vraiment, donc comme on l'a dit, le système Lone Wolf qu'on connaît sur papier traditionnel, avec une interface graphique qui rappelle d'ailleurs la saga, un système de points, de pouvoirs qui vraiment sont directement inspirés de la saga papier à laquelle on a été habitué. Change un petit peu en fait par rapport à ce qu'on connaît, c'est donc l'interface graphique qui permet en fait de jouer les combats de manière un peu plus interactive, un peu plus actuelle, je dirais, et un système de skills, de talent en fait, qui nous permet de faire des choses qui n'étaient pas proposées dans le livre, qui sont des espèces de mini-jeux finalement, comme du crochetage, des choses comme ça en fait, qui nous permettent de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux trésors, tout un tas de choses sympathiques. Alors, pour ma part, je trouve que, j'ai trouvé que le jeu avait encore des inégalités, justement par rapport au niveau du combat, c'est assez difficile de comprendre du premier abord comment ça marche, comment gagner, parce les combats sont très difficiles, mais ce petit bémol est complètement contrebalancé par la partie narrative, qui est juste, pour l'instant, je trouve, la Rolls-Royce de ce qui se fait en matière de jeux vidéo sur support tablette et sur support smartphone. Ouais, c'est clair que ça donne envie. Puis bon, ce n'est que seulement le premier chapitre dans la saga de ces jeux. Exactement. Donc on va voir ce d'autres sont à venir. Tout à fait, ouais. Et pour ceux qui ont la chance de prendre le Season Pass, ils auront un accès privilégié aux autres épisodes, quoi, avec un prix en plus de ça très compétitif par rapport aux achats individuels. Alors pour revenir sur le passé, Jerry, parce que là on voit quand même que Joe Dever en 2014 aujourd'hui est toujours en train de produire, de développer son univers. Mais plongeons un petit peu dans l'univers du monde fantastique de Magnamund dans le passé, un peu à la base, à l'origine. Et c'est justement vers 75 qu'il commençait à développer les histoires, le monde, les campagnes, l'univers de son propre monde, Magnamund. Et c'est jusqu'en 83 qu'il s'en sert en fait pour ses campagnes de Donjons Dragons avec ses groupes. Alors initialement, ça s'appelait le China-Ro. Donc le monde ne comportait que les terres du nord du Magnamund. Et c'est Dever qui avait déclaré que ses premières inspirations pour Lone Wolf étaient la littérature classique anglaise et européenne médiévale, comme bien sûr Beowulf, Ivanhoe, les Chevaliers de la Table Ronde, et aussi dans son adolescence Tolkien, Michael Moorcock avec les épées magiques d'Elric des Mélimbornés, et aussi Mevin Peake. Alors on voit très bien qu'il a un vif intérêt pour l'histoire militaire et la mythologie nordique, ce qui permet vraiment de créer et de baser tout son empire de Magnamund. Tous les éléments ont donc contribué vraiment à développer son imagination et vraiment à aboutir à la création de la saga et de la série après livre-jeu Lone Wolf. Et tout ceci nous amène à l'avènement en fait de ce personnage que l'on incarne, qui est le personnage de Lone Wolf, Loup Solitaire, qui finalement est un cadet ou un initié en fait novice dans un ordre de guerriers moines combattants, c'est ça exactement, qui est connu sous le nom des guerriers Kai, de l'ordre Kai, qui défendent le royaume de Summerland contre les forces du mal, qui ont été vaincus lorsque les maîtres seigneurs des ténèbres de Helgedad périr face à la puissance. Les seigneurs Kai qui ont vaincu donc les forces du mal incarnées par les seigneurs des ténèbres de Helgedad, dont les armées noires et sombres avaient déferlé contre l'empire de Summerland et qui ont été du coup repoussés par les premiers maîtres de l'ordre. Aujourd'hui, quand on incarne Loup Solitaire, c'est de l'histoire passée. Le royaume a retrouvé sa paix d'antan.
Et les guerres en fait contre les royaumes des ténèbres ont été sont de l'ordre des légendes. Par contre, pour conserver la tradition, chaque seigneur de grande maison avait pour habitude d'envoyer ses fils aînés au monastère qui a été conservé en fait le monastère Kai pour y apprendre les voies Kai, c'est-à-dire les voies en fait de la technique Kai pour perpétuer la tradition des seigneurs qui devaient protéger les terres. Ouais, on voit vraiment que l'univers est approfondi au moindre détail. Joe Dever a vraiment consacré un temps fou à approfondir en fait toutes les grandes maisons de l'univers de Summerland, du monde de Magnamoon, quoi. Il y a vraiment un travail et une précision là-dessus vraiment intéressante, quoi, le moindre détail. On voit en fait que le reste de la série des livres suit Lone Wolf et son successeur, donc dans toutes ces tentatives de se venger sur le maître des ténèbres, et justement de contrecarrer le dieu chaotique Nar, de conquérir le royaume et de contrôler le monde pour le mal. Et là, on sent vraiment l'inspiration un peu Tolkien sur ce côté-là. Mais Joe Dever, justement, arrive à en prendre de l'inspiration, des sources, et à créer vraiment son propre univers avec son propre folklore. Et c'est vraiment intéressant quand on lit ces livres, juste de découvrir le background, quoi, de ce qui se passe autour de nous. Eh bien, cet univers, moi, je trouve qu'on le ressent, par exemple, comme tu disais, en fait, l'inspiration de Tolkien face à ce héros solitaire qui va lutter contre les armées du mal. C'est vraiment le mal incarné, quoi. C'est un peu comme les armées les armées d'invasion de Sauron, qui est une armée sombre, noire, sans aucun état d'âme, presque inhumaine. C'est vraiment une machine dédiée à la destruction. Cet aspect-là, en fait, je trouve qu'on retrouve bien, en fait, dans les aventures du Magnamonde et de l'eau solitaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des inspirations du roi Arthur, de la table ronde. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce côté noble et preux de l'ordre Kai, qui est dédié véritablement à un but de protection chevaleresque, véritablement, qu'on ressent, quoi. Il y a aussi le côté, pour ce qui est de l'épopée militaire, on sent que l'ordre Kai reste quelque chose, c'est un ordre de moines guerriers, donc de moines dans le sens où ce sont des gens sages, doués d'une sagesse, de techniques surhumaines, mais ça reste quand même des gens dédiés à l'art militaire, c'est-à-dire des guerriers entraînés à se battre et à déjouer les plans des forces du mal. Et donc voilà, tout ceci pour créer vraiment un tout très cohérent, très bien structuré, et qui donne vraiment corps à l'aventure à laquelle on s'adonne quand on joue. Et puis justement pour embellir tout ça, on voit vraiment que cette saga est un succès, même selon les chiffres de vente. Les premiers livres Loup solitaire qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, rien que dans son premier mois de publication. Malgré cela, même que le premier volume est considéré un peu comme le moins excitant de la série, et inversement, la version étendue qui était sortie en 2007, publiée par Mongoose, a bénéficié vraiment d'une petite réécriture, d'une remise en forme, une sorte de nouvelle pratique un peu approfondie de l'histoire, et a vraiment été saluée avec pas mal d'enthousiasme par la critique des lecteurs, surtout en Angleterre. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant comment il y a eu un peu cet update, cette mise à jour. Malgré cela, quand même, la première édition, c'est quand même une histoire assez excitante. Jerry, je te propose de faire une petite pause musicale avant de parler du créateur visuel de la saga Lone Wolf, Gary Chalk. Et qu'est-ce qu'on va écouter alors dans ce cas-là ? Alors moi je propose justement un petit morceau intéressant qui est un remix, une réédition un peu plus moderne des musiques de bataille du monde de Phantasy Star. Alors Phantasy Star bien sûr sur la Mega Drive et non les Phantasy Star Online. Donc voilà, je te propose d'écouter ceci et je te dis à tout de suite.
Petite réadaptation des morceaux Battle Medley, comme on dit, de Phantasy Star. Assez motivante, Jerry, pour attaquer un combat assez épique dans le monde de Lone Wolf. Complètement. C'est une bonne ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance, quoi. Alors justement, en parlant de Lone Wolf, de l'univers, je crois qu'on va attaquer l'illustrateur principal, donc qui a donné forme visuelle de cet univers, Gary Chalk. Et c'est vraiment donc l'illustrateur principal de la saga Lone Wolf. Alors, Gary Chalk est né dans les années 50. Il a grandi, en fait, je crois que c'est dans le Hertfordshire, en Angleterre. Donc, une partie très intéressante de l'histoire, là-bas. Et il a commencé, en fait, à jouer à des jeux de guerre à l'âge de 15 ans. Donc, à l'époque, à savoir, les jeux de guerre, c'était cette figurine de plomb de l'armée britannique, l'armée navale de Lafayette. Et puis, à cette époque-là, voilà, il y avait vraiment pas de système des papiers crayons, feuilles d'XP. C'était plutôt, en fait, l'imagination brute et pure qui servait pour vivre vraiment ces batailles fantastiques. Quand il a obtenu justement son diplôme d'université avec baccalauréat de Engar Design, justement une école de design, d'illustration, a passé ensuite 3 années de formation dans un studio d'art avant de devenir en fait enseignant en art. J'ai envie de rajouter, Xav, que Gary travaillait en tant qu'illustrateur pour des livres pour enfants, en fait, quand il s'est impliqué vraiment dans le jeu d'aventure. C'est un intérêt qui l'a finalement conduit à la création de plusieurs jeux. À savoir, c'est l'illustrateur inventeur de certains des plus grosses ventes du Royaume-Uni comme Cry Havoc ou Starship Captain, Battle Cars aussi. Qui a été conçu avec Ian Livingstone, Battle Cars. Voilà, exactement, une petite collaboration sympathique. Et on l'a également connu pour son travail sur le jeu de plateau Talisman. L'un des jeux de plateau les plus fantastiques que j'ai jamais joué de ma vie. Je suis obligé de faire une petite aparté Talisman. Là, moi, je suis un mordu de Talisman. Surtout dans ma vie, parmi toutes les parties que j'ai fait, je crois que j'ai réussi à en finir que 25% d'elles parce que ce jeu peut durer tellement longtemps. Je crois que sur la boîte, il y a écrit 3 heures maximum, 2 heures, 3 heures. Non, mais c'est une blague. Jerry, à savoir, le jeu prend au moins... Non, je me souviens, la première partie de Talisman que j'ai faite, justement, c'était avec toi, et je crois qu'on n'était même pas arrivé jusqu'au bout. Tellement on avait pu revenir... on était quoi? On était 4 joueurs, quelque chose comme ça, et ça prend Mais ouais, mais c'est le genre de jeu, alors bien sûr des illustrations magnifiques sur les cartes, alors, tout dépend des éditions qu'on a, à savoir aussi avec les rééditions numériques de Fantasy Flight Games, 4ème édition et 4ème.5, magnifique, plein d'extensions. Certaines illustrations en fait sont donc rééditées en numérique, mais ont gardé en fait l'inspiration de base de Gary Chalk. C'est sûr qu'on peut jouer à ce jeu. Il faut vraiment être motivé pour finir une partie, c'est un vrai marathon, quoi. Mais c'est un jeu magnifique et c'est vrai que une inspiration incroyable dans le monde de l'heroic fantasy. Alors juste petite anecdote, petit aparté, une petite tangente justement sur Fantasy Flight qui a donc réédité Talisman, mais dans l'univers de Warhammer 40 000. Le jeu s'appelle Relic. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés par le monde de Lone Wolf, Gary Chalk qui vous amène donc à jouer à des magnifiques séances de Talisman. Si vous aimez l'univers de Warhammer 40 000, Jerry c'est marrant, mais ça nous relie automatiquement donc à Games Workshop. Donc comme quoi le monde est petit, tout le monde s'y retrouve finalement comme Games Workshop. Tout le monde s'y retrouve, c'est marrant. Tout le monde s'y retrouve. Beaucoup de les plus grands hits ou les choses assez symboliques du monde du jeu de rôle. C'est marrant, tout se relie vraiment à Ian Livingstone et à Steve Jackson, quoi. Attention, voilà, comme on disait, le monde est petit. Jerry, Gary travaillait aussi à Games Workshop. Voilà, en tant qu'illustrateur, comme on disait un peu plus tôt, pour Warhammer. Et c'est marrant parce que quand Joe Dever est arrivé et découvert bien sûr Games Workshop, une boutique qu'il ne pouvait point éviter dans sa carrière de joueur de jeux de rôle, il a retrouvé Joe Dever dans l'une des boutiques et lui a demandé justement s'il pouvait illustrer une partie en fait de son manuscrit des Maîtres des Ténèbres. Et là, bien sûr. Comme ça, en fait. C'est ça qui a amené les deux à faire équipe. Et ça, tu vois, Xav, ça, c'est le début d'une longue et belle collaboration, un sacré tandem, j'ai envie de dire, car ils ont continué ensemble jusqu'au 8e livre de la série, intitulé Dans l'enfer de la jungle. Puis après, c'est là où Gary, justement, il continue à profiter des jeux de guerre, comme Warhammer. Et savoir aussi, toujours en 2014, il travaille toujours en tant qu'illustrateur et maquettiste. Vraiment intéressant, quoi. Ces deux hommes qui sont restés dans cet univers fantastique et qui ont contribué énormément à la représentation visuelle qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors justement, avant de finir ce podcast, parlons des illustrations de Gary Chalk dans les volumes de Lone Wolf, bien sûr jusqu'au l'enfer de la jungle, le 8e.
c'est quand même des illustrations qui jouent énormément sur le ressenti qu'on a de l'action devant nous, mais qui sont réussies. On sent vraiment ces forces du chaos qui nous veulent du mal et qui, pour moi, il y a certaines images, on va en reparler, je pense dans le prochain podcast, mais dans le premier volume, dans Les Maîtres des Ténèbres, si tu te souviens, Jerry, au bout d'un moment, on doit sauver le prince de Summerland, qui est chevauché par cet énorme homme limace, mille pattes, qui fait des bruits, des craquements de ch'tines, de coquilles, auxquels justement on doit faire face. Tu fais référence au passage où, juste en sortant des bois, donc en étant poursuivi comme 80% de l'aventure, on arrive sur ce champ de bataille en fait, où les forces régulières en fait de l'armée essuient les premières vagues de l'assaut des maîtres des ténèbres, des seigneurs des ténèbres. Et donc oui, c'est une scène particulièrement tragique et poignante, qui est vraiment très bien rendue dans l'illustration parce que on sent l'horreur en fait de l'affrontement et le choix ensuite qui va nous être imposé de faire dans ce moment critique, crucial de l'aventure, quoi. Visuellement, en fait, on se croirait presque dans la bataille parce que cette illustration vient vraiment renforcer le poids de la décision parce que on n'est plus face juste à un personnage que l'on se représente. On voit qui est le prince et on voit en fait ce personnage en fait affrontant une créature horrible et ça lui donne vraiment un côté ça révèle notre côté empathique en fait finalement par rapport à l'action. On n'est plus face à un personnage anonyme qu'on appelle le prince, on voit qui est le prince et on voit ce qu'il risque véritablement. Beaucoup des illustrations justement de Gary Chalk dans ce premier volume traitent beaucoup l'ambiance, quoi. C'est juste la mise en scène. Ce n'est pas souvent obligé d'être un ennemi, parce que par exemple au début on rencontre un sorcier. On n'a pas obligatoirement plusieurs dessins sur cette bataille, mais on joue plutôt juste sur le ressenti. Quand on se balade dans les bois et que notre personnage de Loup Solitaire regarde à travers une clairière, là on a une illustration de Gary Chalk juste pour symboliser en fait le fait qu'on se sent vraiment isolé. On sent bien qu'on n'est plus rien, on est très très mal équipé. On n'a pas grand chose en fait pour combattre les ennemis du mal, et c'est là où on doit être très attentif, faire vraiment attention. Et en lisant le livre, on sent vraiment en fait le fait comme si on était perdu dans cette forêt et qu'on essaye de retrouver la route principale. Il y a une autre illustration moi, que j'ai beaucoup aimée et qui, j'ai envie de dire, intervient non seulement en fait dans la narration et dans l'ambiance du coup, mais également en fait véritablement a un rôle clé dans le déroulement de l'aventure, dans le sens où c'est grâce à cette illustration ou par la faute de cette illustration que l'on va affronter un ennemi que l'on doit désigner en se basant simplement sur ce que l'on voit. Car en fait, il se trouve que on est poursuivi par un assassin. Pour savoir en fait lequel de nos compagnons de voyage du moment est l'assassin, on a pour seul indice quelque chose qui a été glissé dans l'illustration. Et donc voilà, en fait, là, ça devient véritablement un jeu d'observation pour comprendre qui est l'assassin qui nous poursuit. Des cartes et des choses, d'où justement, en venant sur celui-ci, Gary Chalk nous avait fait des super illustrations du royaume de Summerland, et je me servais énormément de cette carte pour faire référence dans les livres quand il y avait des croisements, des axes, des carrefours que je rencontrais pour savoir dans quelle direction j'allais me diriger pour arriver à mon objectif. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup rappelé en fait les illustrations, les cartes qui, je crois, en fait, avaient été faites par Tolkien sur le monde du milieu. La comté et tous les chemins en fait qui pouvaient s'y croiser entre les différents bourgs et donc toutes les passes qui menaient jusqu'au Mordor. Ouais, c'est vrai qu'il y a un lien vraiment intéressant, une utilisation vraiment unique. Je veux dire, c'est vraiment nous plonger davantage dans le livre dont vous êtes le héros, quoi, d'utiliser en fait ces sources visuelles. Enfin voilà, Jerry, écoute, je crois qu'on va conclure notre podcast sur le monde magnifique de Magnamoon de Joe Dever, avec les illustrations uniques de Gary Chalk. Avec une petite musique, j'espère. Ouais, tout à fait. Et ben, on va pas hésiter justement à diffuser un morceau de Goblin de leur album studio intitulé Roller, qu'ils ont composé donc en Italie en 76. Et le morceau s'intitule Dr. Frankenstein. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous, encore une fois, une très très bonne année. On vous souhaite que des bonnes choses. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée et encore une fois, bonne année.